20h à Bangassina, dans le département du Mbamekim, région du Centre. Nous sommes au Cameroun, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal, au sommaire. 2 gendarmes reconnus coupables de torture dans un communiqué de presse hier, lundi 15 février 2021. Le porte-parole de l'armée camerounaise, le commandant de vaisseau Cyril Sej Atonfak Ngemo, reconnaît l'implication de 2 militaires dans la torture d'un présumé ambazonien. Les faits se sont déroulés le jeudi 15 février 2021 dans la localité de Ndou, région du nord-ouest Cameroun. Nous en parlons dans ce journal. Gabour, 1 an après le 14 février 2020, plusieurs Camerounais laissaient la vie calcinée dans un incendie provoqué par quelques éléments de l'armée camerounaise qui voulaient, par cet acte odieux, dissimuler un plan macabre sur des civils de Tombo dans la région du nord-ouest Cameroun, un acte d'une cruauté innommable qui avait suscité l'émoi de la communauté internationale. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a été fait à ce jour? Nous ferons le point dans ce journal. L'épidémie du virus Ebola refait surface en Guinée avec déjà un bilan faisant état de 4 morts. C'est la communauté rurale de Ngweke dans la préfecture de Zéro-Kéroé qui est actuellement impactée par l'épidémie. Les autorités sanitaires guinéennes sont en état d'alerte maximale. Madame, monsieur, voilà pour les titres qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Comme nous l'annoncions en titre, 2 gendarmes reconnus coupables de torture. Dans un communiqué de presse signé hier, lundi 15 février 2021, le porte-parole de l'armée camerounaise, le capitaine de vaisseau Cyril Sej Atonfak Ngemo, reconnaît l'implication de 2 militaires dans la torture d'un présumé ambazonien. Les faits se sont déroulés le jeudi 11 février 2021 dans la localité de Ndou, région du nord-ouest Cameroun. Lydiane Foguen nous en dit plus. Après la publication d'une vidéo amateur sur la toile, le samedi 13 février 2021, présentant un homme interrogé, puis violenté et passé à tabac par les éléments des forces de défense et de sécurité, le ministère de la Défense a sorti un communiqué le lundi 15 février 2021 pour s'indigner de l'attitude de ces hommes. La scène se déroule dans la journée du jeudi 11 février 2021 dans la localité d'Ndou, département du Dongamantoum, région du nord-ouest Cameroun, l'une des régions en proie à la crise sécessionniste depuis près de 4 ans. Dans le dit communiqué, signé du porte-parole de l'armée camerounaise, le capitaine de vaisseau Cyril Sej Atonfak Ngemo, l'armée reconnaît l'implication de certains de ces éléments dans cet acte de torture d'un présumé ambazonien. Il a par ailleurs déclaré qu'il a été aisé au commandement d'identifier les éléments des forces de défense et de sécurité compromis dans cet acte inacceptable. Il s'agit pour l'instant de 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers. D'ailleurs, les premières investigations menées ont conduit à l'identification de la victime. Il s'agit de Jean-Faï Fungon, soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local, peut-on lire dans ce communiqué. Il est souligné dans la suite que ces éléments identifiés ont immédiatement été mis aux arrêts à la brigade territoriale de la gendarmerie d'Ndou sur instruction du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Bitia Somon. Selon les informations rendues publiques par le ministère de la Défense, les enquêtes disciplinaires administratives et judiciaires prescrites par le haut commandement et ouvertes par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettront de préciser les contours de ces intolérables agissements en rupture avec d'une part le respect des règles d'engagement et d'autre part la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. Il faut rappeler que l'armée camerounaise avait également reconnu l'implication des soldats dans le massacre de Gabou qui avait coûté la vie à plusieurs personnes dans la région du nord-ouest Cameroun le 14 février 2020. Selon le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moment des faits, le bilan faisait état d'au moins 22 morts, parmi lesquels 14 enfants. Un bilan confirmé par plusieurs organisations non gouvernementales, à l'instar de Human Rights Watch.
Selon Jeune Afrique, dans un article publié le 22 avril 2020, les conclusions des enquêteurs rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence de la République camerounaise accablaient ainsi le chef de bataillon Nyangono Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril et le soldat de première classe Aranga Gilbert. Garbour, un an après, le 14 février 2020, plusieurs Camerounais laissaient la vie calcinés dans un incendie provoqué par quelques éléments de l'armée camerounaise qui voulaient, par cet acte odieux, dissimuler un plan macabre sur des civils à Tombo dans la région du nord-ouest Cameroun, un acte d'une cruauté innommable qui avait suscité l'émoi de la communauté internationale. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a été fait à ce jour? Tentative de réponse dans cet élément de Carole Nekwa. Décidément, le 14 février semble être un jour maudit pour le pays de Paul Biya. Après la catastrophe de Nsam, un 14 février 1998, c'était au tour de la localité de Ngarbo, dans la région du nord-ouest du Cameroun, d'être chargé en émotions fortes le 14 février 2020 à cause d'un massacre qui avait mis sur le carreau 23 personnes. Un massacre perpétré par l'armée camerounaise qui avait créé un tollé international. Après les enquêtes menées conjointement par des responsables de l'armée camerounaise et des observateurs indépendants, l'implication de 3 militaires dans le massacre de civils à Ngarbo avait finalement été confirmée. Les conclusions des enquêteurs, rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence, avaient accablé le chef de bataillon Nyangono Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée à Cambé, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril, et aux côtés de ces 3 personnes, 10 autres civils, membres du comité de vigilance qui accompagnaient les soldats dans cette opération. Dans le rapport d'enquête signé par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngorgo, il a indiqué qu'à la descente de l'armée à Ngarbo le 14 février, il y a eu des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus et plusieurs armes saisies. Le détachement des militaires aura permis de découvrir que des femmes et des enfants ont péri dans l'action. Pris de panique, les 3 militaires herdés par certains membres du comité de vigilance ont tenté de masquer les faits par des incendies et les militaires ont adressé à leur hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Après de nombreuses pressions et la mise sur pied d'une commission d'enquête, les militaires impliqués dans les événements de Ngarbo avaient été interpellés et mis à la disposition de la justice militaire. On se rappelle d'ailleurs qu'au mois de juin 2020, les hommes en tenue interpellés avaient été condamnés à la suite de l'assassinat de ces civils, dont 10 enfants le 14 février 2020 dans cette partie anglophone du Cameroun. Et le 17 décembre 2020, les militaires inculpés avaient une fois de plus comparu au tribunal militaire de Yaoundé. Le procès avait été ensuite ajourné pour janvier 2021. Ces derniers sont une fois de plus attendus au tribunal le 18 février prochain. Un an après cet événement sinistre et funeste, le gouverneur de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé Lafrique, s'est rendu le 15 février dernier sur le site de la localité de Ngarbo, village de Ntobo dans la région du nord-ouest du Cameroun, pour commémorer la mémoire des disparus. Une cérémonie qui s'est voulue assez sobre avec quelques militaires et enfants au pied d'une tombe qui a été construite en mémoire des victimes du massacre. Il faut par ailleurs souligner que le gouverneur de la région du nord-ouest au nord du président de la République du Cameroun, Paul Biya, avait remis des fonds le 3 février dernier aux différentes familles des victimes. 5 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a offert le président de la République du Cameroun, Paul Biya, à chaque famille victime du massacre de Garbour. Une indemnisation qui permettra aux familles de reconstruire leurs maisons détruites par l'armée camerounaise. Carole Nekwa, une fois de plus. C'est un ouf de soulagement pour les familles victimes du massacre de Ngarbo, village de Tombo, dans la région du nord-ouest Cameroun. À peine un an après le massacre dans cette localité qui avait coûté la vie le 14 février 2020 à 23 personnes, le chef de l'État Paul Biya a débloqué des fonds pour venir en aide à ces différentes familles.
Le 3 février dernier, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, a remis ses fonds, soit 5 millions par famille, et des denrées alimentaires constituées de riz, savon et farine à ces familles. Ces différents dons du président permettront à ces différentes familles de se reprendre en charge. Il faut souligner que ce massacre de 25 personnes, dont 15 enfants et une femme enceinte, et 2 femmes qui portaient leur bébé à main avait créé un tollé international. L'opposition camerounaise et les organisations non gouvernementales locales accusant alors le gouvernement d'avoir perpétré ce carnage afin de lutter contre ces groupes armés sécessionnistes avaient réclamé une enquête internationale. Le gouvernement camerounais, à travers son ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, avait tout d'abord démenti les accusations quant à l'implication de soldats dans le massacre de Ngarbou et parlait de la neutralisation de cette sécessionniste. Mais l'issue d'une enquête menée conjointement par des responsables de l'armée camerounaise et des observateurs indépendants, l'implication de 4 militaires dans le massacre de Ngarbou a finalement été confirmée, comme le arguaient des acteurs de la société civile et Human Rights Watch. Les conclusions des enquêteurs, rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence, avaient accablé le chef de bataillon Nyangononze Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril et le soldat de première classe Aranga. Et aux côtés de ces 4 personnes, 10 autres civils, membres du comité de vigilance qui accompagnaient les soldats dans cette opération. Selon la présidence de la République du Cameroun, les militaires impliqués dans les événements de Ngarbou avaient été interpellés et mis à la disposition de la justice militaire. Mais les 10 civils, membres du comité de vigilance quant à eux, sont toujours recherchés. Lutte contre l'insécurité routière dans la région de l'Ouest du Cameroun, le ministère des Transports rapides, 2 radars semi-portatifs de dernière génération, 8 kits complets d'éthiolotest et 2 toxicotextes. C'est l'équipement de prévention et de sécurité routière réceptionné hier 15 février par le délégué régional des transports de l'Ouest, Moussa Bendoum, dans ses services au quartier Toket à Bafoussam. Cette dotation est la concrétisation de l'annonce faite par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Bibé, lors de sa récente visite du 31 janvier dernier, après l'accident de la falaise de Tchon dans la région de l'Ouest du Cameroun. Il faut souligner que par la même occasion, les officiers de police judiciaire à compétence spéciale du ministère des Transports et autres agents sont à l'école du renforcement de leurs capacités. Un rappel, toujours dans la lutte contre l'insécurité routière à l'Ouest, le ministère des Transports avait envoyé un camion d'enlèvement d'obstacles sur la chaussée à l'Ouest le 3 février dernier. Coopération Cameroun-Tunisie, le nouvel ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Karim Ben Bécher, a été reçu en audience il y a quelques jours à Yaoundé par Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce camerounais. Le but de cette rencontre était de réactiver le projet de liaison aérienne directe entre la Tunisie et le Cameroun. Les détails dans cet élément de Daniel Emebel. Un accent sur les grands champs de coopération Tunisie-Cameroun, notamment au niveau des différents produits de consommation et industriels. C'était le menu de la rencontre entre le ministre du Commerce et son homologue à Yaoundé. Les 2 hommes ont échangé sur le projet de réactivation des liaisons aériennes entre la Tunisie et le Cameroun, ralenti à cause de la survenance de la pandémie de la Covid-19 qui a affecté considérablement toutes les compagnies aériennes au monde. Il était donc question de mettre sur pied une première liaison Tunis-Yaoundé-Douala avec peut-être des escales à N'Djamena et à Libreville. Malheureusement, touché par la pandémie, le projet avait été mis au frais. D'après Karim Ben Bécher, nouvel ambassadeur de Tunisie au Cameroun dans le site d'Aluida Info, une nouvelle réflexion a été émise avec Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce, au cours de leur entretien la semaine dernière à Yaoundé, le but étant de voir s'il y a possibilité de redynamiser ce projet et de mettre en place une liaison aérienne reliant directement la Tunisie au Cameroun, soit à travers la compagnie nationale ou via le secteur privé. Il faut rappeler
que l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun avait aussi évoqué à travers ce site d'information les contours du secteur économique qu'il souhaite redynamiser avec le ministre du Commerce. D'après ce dernier, il faut dans un temps prendre contact, échanger avec les structures d'appui, le secteur privé, le patronat, les chambres de commerce des deux pays. Par la suite, il faudrait maintenir en éveil les grandes manifestations commerciales telles que les salons, les échanges de délégations économiques tuniso-camerounaises, surtout au niveau ministériel. Dans le but de lutter contre les abus dans toutes les formations sanitaires du Cameroun, le ministre de la Santé publique camerounaise, Manaouda Malachi, sur instruction du président de la République du Cameroun, Paul Biya, a mis à la disposition des Camerounais un numéro vert au sein de son département ministériel. Il s'agit du 1506, un numéro à composer gratuitement de manière responsable, a-t-il souligné. Il est ouvert de 8h à 18h. Une annonce faite dans un communiqué publié le 15 février 2021 par le patron de la santé camerounaise. L'épidémie à virus Ebola refait surface en Guinée. Nous le disions en titre avec déjà un bilan Fenzaïta de 4 morts. C'est la communauté rurale de Goïké dans la préfecture de Zérékoré qui est actuellement impactée par l'épidémie. Les autorités sanitaires guinéennes sont en état d'alerte maximale. Les précisions dans cet élément de Daniel Emebel. Les investigations ont révélé qu'une infirmière du centre de santé Goueke était décédée le 28 janvier 2021. Parmi ceux qui ont assisté à son enterrement, 8 personnes ont présenté des symptômes à la maladie: diarrhée, vomissements et saignements. 3 d'entre elles sont décédées et 4 autres sont hospitalisées. Anne Zérékoré a annoncé Sakoba Keita, directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. À partir du 1er février, et malheureusement, certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement, quelques jours après, ont commencé à eu des manifestations de diarrhée, vomissement, saignement et de la fièvre. L'Organisation mondiale de la santé avait annoncé envoyer des vaccins dans les 72 heures avec un enjeu capital pour limiter la propagation du virus. Le docteur Sakoba Keita invite les Guinéens à collaborer pour éviter la propagation abusive de cette dernière sur le sol guinéen et les pays voisins. Nous préférons que chacun de nous collabore afin que cette maladie ne se diffuse pas en Guinée ni dans les pays voisins. La semaine dernière, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo que la première alerte a été signalée avec la mort d'une cultivatrice. Un rappel, partie en décembre 2013 de Guinée forestière avant de se propager au Libéria et en Sierra Leone, voisins, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest s'était achevée en 2016 après avoir atteint 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis. Elle avait causé plus de 11 300 morts pour quelques 28 600 cas recensés, dont plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Après 28 ans de barreau et une solide réputation devant les juridictions internationales, Karim K a été élu comme nouveau procureur général de la Cour pénale internationale. Karim K a été choisi face à 3 candidats européens au deuxième tour du scrutin, remportant 72 voix sur les 122 exprimés. Il remplace donc à ce poste la procureure Fatou Bensouda en poste depuis 9 ans. Carole Nokwa nous en dit. Âgé de 50 ans, Karim Khan a fait ses études dans une école privée anglaise puis au King's College de Londres. Il a commencé sa carrière comme représentant de l'accusation devant la justice britannique. Il a fait ses premières armes dans les juridictions internationales à partir de 1997 en tant que conseiller juridique au bureau des procureurs des tribunaux internationaux des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Puis de l'accusation, il passe à la défense où il a représenté le vice-président kényan William Ruto devant la CPI, contre lequel les poursuites avaient finalement été abandonnées en 2016 sur fond de soupçons de subordination de témoins. Il est également intervenu du côté de la défense dans de nombreux procès, notamment pour le fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam. Karim Khan a également plaidé du côté des parties civiles au Cambodge pour des victimes au procès du tortionnaire du régime Khmer Rouge Dodge, mais aussi dans des dossiers en Albanie ou au Kenya.
En défense, ce dernier est intervenu au tribunal spécial pour le Liban basé à La Haye, créé pour traduire en justice les assassins de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005 et pour l'ex-président libérien Charles Taylor devant un tribunal spécial pour la Sierra Leone. Spécialiste des droits humains, cet avocat a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Lors de cette enquête, il avait appelé à des procès semblables à celui qu'ont connu les dirigeants nazis à Nuremberg. Il avait notamment enquêté sur les exactions commises par le groupe État islamique contre les Yézidis. Après un parcours aussi mirobolant, c'est donc une page qui se tourne pour cet avocat britannique qui vient d'être élu comme étant le 3e procureur général de la Cour pénale internationale depuis sa création. Un poste exposé qui vaut à la titulaire actuelle, la Gambienne Fatou Bensouda, d'être sous sanction américaine pour avoir lancé une enquête sur des crimes de guerre américains présumés en Afghanistan. Karim Khan a été choisi face à 3 autres candidats européens au 2e tour du scrutin, remportant 72 voix sur les 122 exprimées. Il succédera ainsi le 16 juin prochain à la procureure générale sortante, la Gambienne Bensouda. Les premières responsabilités du nouveau procureur consisteront à décider des prochaines étapes de l'enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan et de l'enquête particulièrement controversée sur le conflit israélo-palestinien de 2014 à Gaza. Il faut souligner que la CPI est la seule cour permanente pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité au monde. Elle a souvent été critiquée pour avoir essentiellement pris en charge des affaires de pays africains. Le procès de 2 miliciens centrafricains s'est ouvert ce 16 février 2021 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il se poursuivra jusqu'au 18 février prochain. Alfred Yaketong et ses autres co-accusés sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la 3e guerre civile de la Centrafrique de décembre 2013 à août 2014. Liliane Fogen nous en parle dans ce reportage. Ils sont accusés de meurtre, transfert forcé de population, privation de liberté, torture, persécution, traitement cruel, mutilation, attaque contre des bâtiments destinés à la religion, destruction de propriété de l'adversaire, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Patrice Edouard Gaïsona et Edouard Yakatoum sont aussi accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la 3e guerre civile de la Centrafrique de décembre 2013 à août 2014. Pendant 2 jours, ces 2 commandants anti-Balaka en République centrafricaine seront devant les juges de la Cour pénale internationale à La Haye. Patrice Edouard Gaïsona est aussi poursuivi pour viol. Le procureur a aussi voulu trop tardivement ajouter des charges de viol et d'esclavage sexuel contre Alfred Yakatoum, mais les juges s'y sont opposés. Selon les charges, Patrice Edouard Gaïsona, riche homme d'affaires, aurait fourni les financements, préparé les attaques, procuré les munitions, donné les ordres. Mais pour le procureur, celui qui est alors aussi président de la Fédération centrafricaine de football en 2008, comme ses complices, savait qu'en mobilisant et en utilisant des groupes d'autodéfense anti-Balaka, nourris par la vengeance et la haine des musulmans à cause des atrocités commises par la Séléka, ciblerait violemment la population civile musulmane. C'est ce que fait Alfred Yakatoum, co-accusé qui, selon l'accusation, aurait pris la tête de 3000 hommes, dont 200 ex-soldats et officiers des forces armées centrafricaines. Au cours des premières audiences du procès, qui ont débuté ce mardi 16 février 2021, le procureur étayera les épreuves sur lesquelles il entend s'appuyer dans les prochains mois. L'accusation prévoit appeler au total 150 témoins. Tout a commencé aux premières heures du matin du 5 décembre 2013, selon les accusations portées contre eux. Ce matin-là, des éléments anti-Balaka dirigés par Yakatoum ont attaqué le marché de Boyen à Bangui, ciblant spécifiquement les magasins appartenant à des musulmans et tuant entre 5 et 13 commerçants. Pour l'accusation, la prise de la capitale centrafricaine fut un point crucial pour la mise en place du plan stratégique de la milice. Dans la décision de confirmation des charges contre les 2 accusés, Patrice Edouard Gaïsona aurait élaboré ce plan stratégique avec le cercle proche de François Bozizé lors de réunions organisées en France et au Cameroun notamment. Leur objectif était de prendre ou de reprendre le pouvoir en Centrafrique. En septembre 2019, les juges ont rejeté une partie des charges proposées par le procureur contre Patrice Edouard Gaïsona pour des crimes commis dans certaines localités. Pour les magistrats,
les éléments anti-Balaka avaient un haut degré d'autonomie opérationnelle et dans certaines localités, M. Gaïssona n'avait pas de contrôle sur leurs actions criminelles. L'une des difficultés de l'affaire est que personne n'a d'expertise sur la coordination entre les mouvements anti-Balaka, estime une source judiciaire qui précise que la seule fois où ils ont été coordonnés, c'est lorsqu'ils ont pris Bangui en décembre 2013. Patrice Edouard Gaïssona devient alors ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est arrêté en janvier 2019 lors d'un voyage en France. La procureure avait ouvert une enquête sur les crimes commis entre 2012 et 2014 à la demande du gouverneur centrafricain. Fatou Bensouda avait assuré dès le départ que des responsables des deux camps anti-Balaka et Seleka seraient poursuivis. Le 24 janvier, Mahamad Saïd, commandant dans la Seleka, était transféré dans la prison de la CPI à La Haye. Un conflit entre communautés dans l'état de Oyo au Nigeria le 12 février dernier a fait plusieurs morts. Une situation qui a poussé le président Muhammadu Buhari à faire une sortie dans laquelle il condamne avec fermeté cet acte et exhorte les différentes parties au vivre ensemble. Aux États-Unis, 3 ans après la fusillade dans une école de Floride qui avait fait une dizaine de morts, le président Joe Biden souhaite une législation plus dure sur les armes à feu. Pour lui, pas question d'attendre que la prochaine fusillade avant de frapper du poing sur la table. Évocation Blanchard Thierry-Sob. Vendredi dernier, 12 février, un conflit entre les communautés Haoussa, ethnie majoritaire dans le nord du pays, et Yoruba, ethnie majoritaire dans le sud-ouest, a éclaté sur le marché de Chacha à Ibadan, dans l'état de Oyo au Nigeria. Des médias locaux avaient alors évoqué plusieurs morts sans toutefois préciser le chiffre. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, dans un communiqué publié dimanche dernier par ses services, a appelé à l'unité et au rassemblement après ces affrontements meurtriers entre différentes communautés dans le sud-ouest du pays, tout en assurant que son gouvernement allait agir pour y mettre un terme. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden appelle le Congrès à une réforme sur les armes à feu. En effet, la tuerie du lycée de Parkland en Floride, aux États-Unis, qui avait fait 14 victimes, a été commémorée dimanche dernier. Un jeune homme de 19 ans, exclu de l'établissement en question, s'était légalement procuré en 2018 une arme semi-automatique avant de s'en servir contre les élèves et enseignants de cette école. À l'occasion de cette commémoration, et 3 ans après la survenue de ce drame, Joe Biden souhaite l'interdiction pure et simple des fusils d'assaut, des chargeurs de plus de 10 cartouches, un contrôle systématique des antécédents des acheteurs d'armes, mais aussi la fin de l'immunité dont jouissent les fabricants d'armes lors de chaque procès après une fusillade. La Maison-Blanche n'a pas manqué d'accuser ces derniers de mettre sciemment des armes de guerre dans les rues américaines et déplore l'augmentation de la violence armée, en particulier dans les quartiers afro-américains. Il appelle donc le Congrès à voter une législation de bon sens et plus restrictive dès maintenant, sans attendre la prochaine fusillade de masse. Les réactions cependant ne se sont pas fait attendre. Dans un tweet, la National Rifle Association, la principale association de défense des armes à feu américaine, accuse Joe Biden de vouloir ruiner les vendeurs d'armes, nombreux dans le pays. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté et donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20 h sur la première télévision inclusive émettant depuis le Cameroun. Bonsoir.